Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous commençons aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, un objectif qui, bien qu'il soit aujourd'hui devenu consensuel, n'a que rarement fait l'objet d'un texte de loi spécifique. La loi du 9 juillet 2010 pourrait avoir été la première initiative spécifique en ce sens. Comment expliquer les réticences institutionnelles à sanctionner des actes connus de tous et décrits parfois crûment dans la littérature? Qui n'a pas appris le zeugma à l'école? Il battait la campagne et sa femme. Je voudrais, pour appuyer mon propos, vous rappeler un extrait du roman de La Bête humaine d'Émile Zola, publié il y a de cela plus de 130 ans et vendu à plus de 99 000 exemplaires en 1902. « Alors ce fut abominable », écrit Zola. « Alors ce fut abominable. Cet aveu qu'il exigeait si violemment venait de l'atteindre en pleine figure, comme une chose impossible, monstrueuse. Il la jeta en secousse en travers du lit. Il tapa sur elle des 2 poings, au hasard. Vous vous souvenez sans doute, ou peut-être, de la suite. Elle est effroyable. » Cet extrait dit, je crois, l'horreur que traversaient toujours de nombreuses femmes sur l'ensemble du territoire français et que traversent encore de nombreuses femmes sur notre territoire, qu'il soit urbain, rural, métropolitain, ultramarin. Il explique aussi l'impuissance culpabilisante de ces violences sur les témoins, en premier lieu les enfants, un sujet sur lequel il nous faudra forcément revenir. Il m'est aujourd'hui impossible de comprendre que, dès sa parution en 1886, ce passage glaçant n'ait pas produit un sentiment de révolte suffisant pour combattre ce que l'on a appelé les immunités familiales, à savoir la réticence à s'immiscer judiciairement dans la cellule conjugale au motif d'en préserver l'équilibre. Au contraire, l'immunité familiale s'est parfois renforcée après la publication de La Bête humaine, avec la pénalisation de l'adultère ou de l'avortement et la reconnaissance d'un devoir conjugal, c'est-à-dire la légalisation du viol entre époux. Constater que nous sommes désormais déterminés à agir sur tous les bancs rassure. Le texte de nos collègues députés couvre d'ailleurs presque tous les champs utiles à la sécurisation du quotidien des femmes alléguant des violences conjugales, après la mise à l'abri d'urgence et avant les suites pénales. D'abord, renforcer l'uniformité de l'application des dispositifs existants en limitant les marges d'appréciation des juges. Le juge des affaires familiales saisit pour une ordonnance de protection le procureur de la République pour la délivrance d'un téléphone grave danger. Se doter de nouveaux moyens techniques, avec la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement pour les personnes condamnées. Enfin, faciliter la mise en œuvre pratique de l'éloignement de la victime et de son accès à un logement. La plupart de ces dispositions nous semblent aller dans le bon sens, de même que les modifications apportées par la commission des lois après les travaux importants de Marie Mercier, que je félicite et que je remercie. Malgré sa vigilance, nous ne sommes pas convaincus par la pertinence du développement du bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l'ordonnance de protection, surtout à titre expérimental, quand on connaît les restrictions budgétaires du ministère de la Justice. Nous nous inquiétons en effet que de telles mesures coercitives prises par un juge civil en amont de toute condamnation se heurtent aux fondements de notre droit pénal. L'ordonnance de protection ne doit pas se substituer au procès pénal. C'est pourtant le chemin que nous prenons et c'est la conséquence sans doute du manque de réactivité de nos juridictions du fait de leur manque de moyens. Nous proposons donc au contraire d'élargir les éléments fondant la prise d'une ordonnance afin que le doute bénéficie toujours aux personnes dénonçant des violences, mais de limiter dans le même temps les conséquences coercitives pour les présumés auteurs de violences qui devraient intervenir après le procès pénal seulement. Une demande d'ordonnance sur 2 échoue aujourd'hui, faute de preuves suffisantes. Pour cela, nous considérons en effet que les signaux faibles du côté des victimes comme des auteurs devraient être mieux pris en compte. Ils sont connus. Chez la victime, l'isolement doit alerter. Et chez les auteurs, certains facteurs doivent accroître notre vigilance, comme le souligne un rapport de l'OMS.
consommation excessive d'alcool, difficultés financières subites, troubles comportementaux, discours de légitimation de la violence, tous ces facteurs qui altèrent la qualité de la communication au sein de la cellule familiale. À côté des solutions développées pour les victimes, des dispositifs d'écoute devraient également être mis en place en amont pour les personnes traversant ces difficultés, afin de prévenir tout basculement vers la violence. La dimension territoriale ne devrait pas être oubliée. C'est parfois un facteur aggravant quand la ruralité accroît l'isolement. Des solutions innovantes ont d'ailleurs été développées sur le terrain avec le financement de bus d'aide aux victimes. Mais du point de vue des capacités d'hébergement, les îles intérieures de la République peuvent utilement ou pourraient utilement servir de refuge accueillant. Enfin et surtout, combattre la violence au sein de la famille sans évoquer la violence s'exerçant sur les enfants, qu'ils soient témoins ou victimes, me paraît être un contresens énorme. On le sait, il existe une part importante d'entre eux qui deviendront malheureusement les auteurs et les victimes de violences familiales. Un récent rapport, produit par 3 inspections générales, a justement formulé des propositions destinées à favoriser, à renforcer la lutte contre les morts violentes d'enfants. Nous vous proposerons donc quelques amendements qui s'en inspirent. Il faut briser ce cercle vicieux de la violence familiale en s'attaquant à toutes ses dimensions. Il serait dommage de ne pas s'en saisir au seul motif que la procédure accélérée a été enclenchée. En conclusion, l'intolérance vis-à-vis des violences doit infuser à tous les niveaux de la société française. Et la parole libérée doit se traduire par des décisions de justice conformes aux grands principes de notre État de droit. Malgré ces quelques réserves, ce texte va dans le bon sens. Nous espérons qu'il est la première pierre d'un projet plus conséquent et nous voterons cette PPL. Je vous remercie.